Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Carré de Sable. Merci beaucoup d'être là. Un épisode de Curieux Rivard aujourd'hui. Curieux Rivard, les poussières de Daesh. Un épisode important, je pense. Un épisode nécessaire, un épisode qui met en lumière quelque chose dont on parle pas vraiment ces temps-ci. Et tu sais, avec la COVID, avec tout ça, tout le monde est en crise, tout le monde vit de quoi. Il y a de la souffrance au pied carré, en rabais, en liquidation, au prix d'entrepôt. Il y en a en esti de la souffrance. Mais il y a aussi des oubliés là-dedans. Puis c'est un podcast qui met la lumière sur des oubliés de tout ça, je pense, qui est super important. Gabriel Allard m'a contacté, qui est le réalisateur des Poussières de Daesh, un documentaire, qui est la suite de Théo Youssef, un documentaire que j'avais déjà écouté. J'avais reçu Raed Hamoud, l'animateur au Carré de Sable, ceux qui l'avaient écouté s'en rappellent. Gars merveilleux, brillant, super intéressant. Il y a eu une suite à ce documentaire-là. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est un monde. C'est troublant de savoir qu'il y a des gens qui vivent ça, honnêtement. Tu sais, ça va mal, là, mais en même temps, je veux dire, ça va mal à Montréal, dans un 3,5. Je manque pas de bouffe, je manque pas d'eau, là. Tu sais. La vie n'est pas si pire que ça quand tu entends des histoires de même. Et j'avais vraiment envie de mettre ça en lumière. Il m'a écrit pour me dire Hey, écoute, on a fait ça, on essaie de pousser ce projet-là. Puis j'ai fait Hey, tellement, tellement. J'étais allé écouter le documentaire. Il y a aussi des podcasts qui viennent avec le docu. Donc, le podcast des Poussières de Daesh et le podcast de Théo Youssef. Donc, pour les amateurs de podcasts, évidemment, ceux qui écoutent le Carré de Sable, c'est le genre de truc que vous allez adorer. C'est plein d'informations. Puis, tu sais, c'est du monde qui travaille fort, qui font beaucoup de recherches. Là, fait qu'il y a beaucoup de stock là-dedans qui montre une réalité que si tu ne t'y intéresses pas, ben, je pense que les médias ne s'y intéressent pas non plus ces temps-ci. Pourtant, il y a plein d'enfants qui souffrent de ça puis qui sont laissés à eux-mêmes. Euh, Bref, je ne veux pas trop vous en dire, je vais vous laisser écouter l'épisode, mais j'espère vraiment que vous allez apprécier. J'espère que vous allez vous ouvrir les yeux là-dessus si vous n'étiez pas au courant que tout ça se passe. Je pense que c'est super important ce qu'ils font, ce qu'ils essaient d'accomplir avec le documentaire. Il y a une pétition d'ailleurs que je vous invite à aller signer. Le lien est dans les commentaires en dessous. Je pense réellement que ça peut faire une différence. Fait que faites-le. Ouvrez votre cœur et écoutez cette entrevue avec Gabriel Allard, qui est super bon pour en parler, honnêtement. Là, ça va vraiment être un bel épisode. Je suis super content. Je suis un peu. Je viens de finir l'épisode, là. Je suis un peu assommé de la charge émotive de tout ça. Là. Il me racontait tout ce par quoi il est passé, puis tout ce qu'il a vécu là-bas, ce qu'il a vu, puis ça me. C'est dur de mettre des mots là-dessus, là. Mais bref, ils l'ont super bien filmé, puis ils ont super bien monté ça pour présenter cet enjeu-là. Donc, merci d'être à l'écoute, merci de porter attention à ça. Écoutez ça, écrivez-moi ce que vous en avez pensé. Je veux voir votre opinion. J'aime tout le temps ça, vous lire, j'aime ça. Vous êtes tout le temps super intéressant, vous amenez des bons points, vous êtes brillant, vous êtes curieux. Vous êtes le meilleur crowd de podcast, et ça, je le pense, sincèrement. Fait que merci d'être là, amusez-vous, puis prenez soin de vous. Puis on se parle la semaine prochaine avec un autre épisode. Salut! Ça devait être assez intense. Parfait. Bon, on va commencer ça de même. Full professionnel. Bienvenue à Curieux Rivard. Comment je pourrais nommer Curieux Rivard, les poussières de Daesh. Ça va être ça. Ouais. Ça va être ça. Je suis avec le réalisateur Gabriel Allard qui a réalisé en fait le documentaire Théo Youssef et la suite Les poussières de Daesh dont on va parler aujourd'hui. Moi, j'avais déjà reçu Raed Hamoud, l'animateur, il y a. Ben oui, je m'en souviens. Ben oui, c'était une très bonne entrevue d'ailleurs. Ah, mais merci. Raed est merveilleux. Je l'aime tellement. Il est tellement merveilleux, Raed. Là, l'aime. Ben oui. C'est dur de ne pas l'aimer. Là. Je veux dire, j'ai travaillé avec à entrée principale, puis on avait du fun au bout, puis c'est juste. Ouais, il faisait des chroniques juste des chroniques sur la photographie, puis c'était tout le temps super intéressant. Puis c'est un gars avec une super bonne tête. Et justement, j'avais écouté Théo Youssef à ce moment-là, ça m'avait vraiment shaké. Pour mettre en contexte, en fait, les gens, peux-tu décrire le documentaire Théo Youssef? Ben ouais, Théo Youssef, écoute, ça a été tourné ça en 2016. C'était mon premier long métrage. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on avait, moi puis le producteur qui s'appelle Mathieu Paiement, on avait envie de faire quelque chose sur l'État islamique.
tu sais, si on se souvient, là, en 2016, l'État islamique, on était dans le gros de l'année où on recevait à toutes les semaines des vidéos de propagande extrêmement violentes de l'État islamique. Là, on parle des décapitations, des immolations, tout des... Puis c'était, on comparait ça à des productions hollywoodiennes parce qu'il y avait les plans de caméra étaient sophistiqués, etc. Puis on avait envie de faire quelque chose là-dessus. Puis Mathieu s'était fait présenter par une collègue, Raed. Donc, qui lui disait qu'un de ses amis de secondaire était parti rejoindre l'État islamique en Syrie, donc du Québec. Fait que là, nous, on était comme, mon Dieu. Il y a ici. En tout cas, on était comme flabbergastés par l'histoire. Puis. Il s'est radicalisé, je pense, à Magog ou à Sherbrooke, ça se peut-tu? C'était à Sherbrooke, c'est ça. Il était parti de Sherbrooke. C'était un Marocain d'origine, mais qui avait grandi à Montréal. Qui provenait pas d'une famille très pratiquante. C'était assez étonnant. Puis bref, on a rencontré Raed. Puis rapidement, on a monté ce projet-là qui était de dire, regarde, avec Raed, on va remonter le parcours de ce Youssef-là avec qui Raed était parti, avait fait son secondaire. Puis en remontant sa trace, en fait, le prétexte, c'était tentons de savoir ce qui s'est passé avec lui, mais c'était un prétexte pour comprendre le parcours psychologique, justement, du jeune qui se radicalisait. Et évidemment, ça a été comme une aventure assez épique qui nous a amené jusqu'en Turquie, où est-ce qu'on a essayé de rencontrer du monde, on a parlé avec des passeurs, on a essayé d'entrer en contact avec lui là-bas. Puis en parallèle, on essayait de parler à ses proches ici à Montréal, tu sais, dont sa famille, sa sœur. Puis évidemment, quand tu es un documentariste puis tu essaies de faire ce genre de move-là, puis d'essayer de parler avec la famille d'un jeune djihadiste, ben il n'y a personne qui veut te parler. Là. Ouais. Comment tu abordes ça, justement? Comment c'est-tu toi qui... Vous êtes une équipe, j'imagine, mais est-ce que toi, tu mènes ça pas mal avec sur tes épaules? on est, a priori, quand on fait un projet comme ça, on est une petite équipe. Là, dans le cas de Théo Youssef, parce qu'on fait des projets de longue haleine qui durent longtemps, fait qu'on n'a pas les moyens d'engager des gens pendant des années. Fait que la plupart du temps, il y a moi, le producteur, puis un ou une recherchiste qui nous accompagne. Puis là, il y avait Raed aussi qui nous donne un coup de main, avec qui on travaillait sur la recherche. Mais tout le monde met la main à la pâte, tu sais. Puis je me souviens, au début de Théo Youssef, où est-ce qu'on essaie de trouver comme, justement, une façon d'entrer en contact avec sa mère, sa sœur, son cousin, ses amis. Tu sais, il y avait beaucoup de gens à contacter, puis on s'était splitté les tâches, là. Puis on disait, OK, toi, t'appelles sa mère. Ouais, ça risque de mieux passer si c'est toi. Ouais, mais tu sais, qu'on a fait des maladresses, mon gars, là, ça n'avait aucun sens. Ah ouais? Ben, tu sais, t'appelles sa mère au bureau. Allô, je fais un documentaire sur ton fils. Tu sais, ouais. Puis tu sais, nous, c'était en 2016, puis Youssef était parti en 2014. Fait que ça faisait 2 ans qu'il était parti, puis c'était 2 ans où la famille avait reçu des dizaines d'appels de journalistes, du Journal de Montréal, qui étaient un petit peu harcelants. Fait qu'on n'était pas reçus avec beaucoup de chaleur, mettons, tu sais. C'était pas merci de donner de l'attention à ça, c'était comme sacrez-nous patience. Ah non, c'est clair. Puis il n'y a personne qui voulait être exposé à ça. Mais graduellement, on a rencontré quand même sa famille qui ne voulait pas participer, mais qui nous regardait de loin, regardait un peu où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Puis, mine de rien, en fait, tout a un peu changé à partir du moment où on est allé en Turquie. Parce que l'idée, c'est qu'on suivait la trace de Youssef, mais Youssef n'était pas parti seul. Il était parti avec 3 autres de ses amis, 3 gars de Sherbrooke aussi. Donc, il y avait Zach, Samir et Hassan qui étudiaient dans la région puis qui avaient à peu près tous son âge. Ils n'étaient pas partis ensemble, mais ils étaient partis un peu dans un mouvement concerté. Fait qu'on suivait un peu l'histoire de ces 3 personnes-là. Puis quand on a décidé de partir, les peu d'indices qu'on avait, on a essayé de les suivre. Puis là, c'est à ce moment-là que la famille de Youssef a commencé à se dire, ben écoute, ces gars-là sont sérieux puis sont vraiment motivés. Fait que là, on a commencé à se partager plus d'informations. Puis à un moment donné, on est rentré en contact avec des passeurs qui nous ont un peu fait miroiter, qui pourraient peut-être aider, mais tu sais, bon. Des passeurs étant... Ben, des passeurs, c'est comme des smugglers, en fait. Là. C'est des gens que tu peux engager pour faire sortir des gens de l'État islamique. Okay. Dans le cas à ce moment-là, tu avais différents petits groupes de gens que tu pouvais engager pour
sortir clandestinement quelqu'un de Syrie à ce moment-là. Mais tu sais, là, ça commence à être compliqué, mais tu sais, c'était en même temps que la guerre civile contre Bachar al-Assad. Fait que c'était aussi. Fait que ces passeurs-là étaient aussi en guerre contre Bachar al-Assad, puis ils essayaient d'appuyer les familles occidentales qui sortent en sortant du monde. En tout cas, un contexte géopolitique complètement. C'est le bordel. Ah, c'est le bordel. Là. À la limite, on ira boire une bière, je t'expliquerai tout ça, la géopolitique syrienne. Là. Même, en tout cas, c'est très difficile je peux pas négocier. Ben, c'est très difficile à même comprendre, là, parce que tu as comme 1000 factions, c'est un pays en révolution, c'est compliqué. Bref. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que à la fin du film, la sœur de Youssef a accepté de participer justement à notre documentaire parce qu'après peut-être 6-7 mois à être en contact, puis à échanger, puis à devenir un peu amis, ben, elle s'est un peu rendu compte qu'on était bien intentionnés, on collaborait. Fait que, à la fin du film, elle a participé. Puis après le film, on a gardé le contact. Puis, mine de rien, ben, on avait partagé des choses assez intenses. Ça crée des amitiés assez solides. Puis, donc, des années plus tard, après avoir maintenu quand même un certain contact, mais tu sais, pas tant, tu sais, quand même, c'est pas évident, tu sais, de rester très, très proche, ben, à un moment donné, donc, janvier 2019, on reçoit un appel, puis c'est Leila, la sœur de Youssef, qui nous dit ben, Youssef est mort. OK. Et en nous disant ça, elle nous dit ben, non seulement il est mort, mais en fait, bref, elle nous invite à souper, en disant, on en parle et tout, puis quand on est avec elle, puis on ressasse tout ça, puis elle nous raconte comment il est décédé, elle nous dit aussi, ben, Youssef est mort. Il est rentré, c'est ça qui est particulier, là. Youssef est rentré dans l'État islamique le 1er juillet 2014, qui est la journée où officiellement l'État islamique autoproclame l'établissement du califat. Donc, c'est comme leur espèce, c'est comme s'ils disent, regarde, là, on a pris possession d'un territoire X, là, on autoproclame que nous, on a l'autorité sur tout ça. Et c'est le califat qui est un peu comme, tu sais, quand tu regardes leur idéologie, c'est de remettre en place le califat à l'époque du prophète. Là. C'est comme un type de régime politique, un califat. Donc, il est rentré la journée où il autoproclamait le califat et il est décédé dans les dernières semaines de l'État islamique. Donc, alors que le dernier petit bastion survivait tant bien que mal aux attaques de la coalition internationale. Fait qu'il a tout vécu. Et du début à la fin. Puis, donc, il a survécu à tout. Et jusqu'à la fin où il décède. Puis quand on se fait annoncer son décès, ben, Leila nous raconte aussi que ben, il est décédé, mais il laisse derrière lui sa nièce, pas sa nièce, sa fille, qui est la nièce de Leila. Donc, il avait un bébé et une femme qui, eux, sont toujours en vie et ils sont coincés dans un camp de réfugiés en Syrie. Alors, c'est comme si Leila, dans le fond, qui est une femme, elle est née au Maroc, mais c'est une occidentale, dans le sens qu'elle est née au Maroc, mais elle a vécu à peu près toute sa vie à Montréal. C'est une Québécoise. Et là, elle nous dit, j'ai une nièce là-bas. Fait que c'est comme si mon amie, elle me dit, j'ai une nièce pognée dans un camp de réfugiés. Et là, c'est elle qui nous dit, ben, là, les gars, c'est le temps de faire un film. Là. C'est le temps, là, parce que là, personne ne parle de ces enfants-là. C'était à la fin de l'État islamique, on avait beaucoup couvert, les médias avaient couvert la fin des combats, puis ça avait été une grosse nouvelle. Mais une fois que c'est terminé, évidemment, et on disait, on a capturé des milliers de survivants, les derniers habitants, mais qui disait que là-dedans, il y avait des citoyens canadiens, qui disait qu'il y avait des enfants, puis qui se préoccupait vraiment de ce qui allait se passer. Puis là, Leila, elle, dans le fond, elle se dit, moi, je vais faire quelque chose pour ma nièce. Peu importe, moi, je vais entamer une démarche, il faut que je la sauve, être seule dans un camp de réfugiés. Fait qu'elle nous a littéralement dit, ben, voulez-vous m'aider en faisant un film là-dessus? Okay. Et de là est parti Les Poussières de Daesh, un film qu'on a fait depuis 1 an et demi et qui est sorti en septembre dernier à Télé-Québec. Okay. Ah, ça vient juste de sortir, c'est ça? Ben, oui, c'est sorti en septembre. En fait, c'est quoi? On est le 2 novembre, c'était supposé sortir début novembre, mais à cause de la pandémie, ça a été devancé pour différentes raisons. C'est fascinant. Puis justement, Les Poussières de Daesh, ça représente justement tous ces gens-là qui sont laissés
à eux-mêmes, finalement, après l'effondrement de tout ça, là, dont les enfants puis les gens qui sont pas rapatriés, qui sont Ouais. pas. Ben, c'est Je ça. l'ai écouté, moi, c'est bouleversant pour vrai. Le premier, Théo Youssef m'avait shaké, mais celui-là m'a pas mal plus fessé dedans Mais il est beaucoup plus émotif. Il est beaucoup plus émotif parce qu'on s'intéresse à des enfants, mais Ouais. puis on va en Syrie voir aussi l'état des lieux. Mais c'est sûr, tu sais, écoute, moi quand Léla elle me dit, hey, j'ai une nièce, puis là, à un moment donné, elle dit, t'as une nièce, comme oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Youssef, tu sais, parce qu'on entretenait parce que l'affaire que j'ai pas encore dit, c'est que, dans le fond, Leila, comme beaucoup de gens qui avaient de la famille dans l'État islamique, était en contact avec eux. Ouais. Ça a l'air un peu fou de penser ça ou de le réaliser, mais avec WhatsApp, avec des applications un peu cryptées, genre Signal, les familles en Occident gardent contact. Fait que, Qui se texte. ils se textent, ils s'envoient des messages audio. Fait que Leila avait des nouvelles quand même fréquemment. Elle savait qu'elle avait une nièce. Puis même, écoute, elle nous a raconté ça, que même, imagine, elle est. En fait, là où je veux en venir, c'est que quand moi j'apprends qu'il y a un enfant, j'apprends aussi que la nièce de Leila, qui est la sœur de Youssef, a le même âge que mon fils. Elle avait, OK. elle avait, elle avait 1 an et demi quand j'ai su qu'elle. Puis mon fils avait peut-être 1 an et quart. Ils sont nés à peu près à 2 semaines. Ils sont nés à 2 semaines d'écart, à peu près. Fait que je savais c'était quoi avoir un bébé de 1 an et demi dans vie, là. Fait que là, je me suis dit, man, S'il est imagine, pogné là-bas. imagine elle est pognée là-bas. Puis, là, j'ai un frère. Puis je me suis dit, imagine si l'enfant de mon frère est pogné là-dedans. C'est sûr que ça nous a interpellés, puis on s'est dit, mon Dieu, il faut essayer de faire quelque chose. Puis là, évidemment, Leila était toute seule pour se lancer là-dedans. Fait qu'on on s'est comme lancé pour suivre ses démarches. On l'a aidé. Puis, mais bref, ce que je racontais, c'est qu'il s'échange beaucoup de messages. Ouais. Elle et Youssef. Puis c'est fascinant parce que Leila, elle a été assez généreuse pour nous faire écouter ces messages-là entre elle et Youssef. Parce que lié au film, il y avait aussi un podcast qui est le podcast des poussières de Daesh. Et dans le fond, ça raconte un peu une autre version des démarches qu'on a entamées pour essayer de venir en aide à sa nièce. Mais ça va un peu plus loin parce que ça parle du deuil de Leila parce qu'elle a perdu aussi son frère. Ouais. Euh, Ça, c'est intéressant, par exemple. J'aimerais ça mettre l'accent là-dessus, que vous ayez fait des podcasts parallèlement au documentaire. C'était le cas aussi pour Théo Youssef. Là. ouais. Puis, je pense que c'était 8 épisodes, je pense. Ouais, 8 demi-heures 8 heures. 8 documentaire. demi-heures. Ouais. Mais ça, c'est beaucoup, beaucoup de matériel. Hein. Fait, pour Ouais. tous les fans de podcast, j'imagine qu'il y a plein de monde de carré de sable qui écoute ce type de documentaire-là. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Puis toi, en tant que réalisateur, j'imagine que ça te permet, parce que quand tu montes ton docu, tu es obligé de faire des choix, tu es obligé de décider ce que tu montes, ce que tu montes pas. Avec le podcast, j'imagine qu'il y a une espèce de laisser aller, un soulagement de tu peux mettre toute l'information que tu aimerais donner. On veut beaucoup plus de place. En fait, moi, les podcasts, c'est sûr et certain que c'est. Si tu compares un film, c'est 1 heure et demie ou même des fois 50 minutes. Puis les podcasts, on a fait 8 demi-heures. Fait que c'est à peu près 4 heures de matériel à passer sur la même histoire. C'est plus épisodique. Fait que tu peux le temps d'une demi-heure, par exemple, aller très loin dans un événement fini, une anecdote à la limite que tu peux, dans laquelle tu peux aller en profondeur. Mais c'est sûr et certain que comme réalisateur, il y a un trip différent à se lancer dans un podcast comme ça, assurément, parce que tu peux. Puis en fait, les podcasts qu'on a fait en lien avec les documentaires, c'est qu'on s'est toujours dit qu'on essayait de. En fait, Théo Youssef, c'était. Le prétexte, c'est le making-of du film, parce que quand on se lançait dans la recherche de comment s'est radicalisé Youssef, on s'est mis à faire de la recherche assez poussée. Puis l'affaire, c'est qu'on n'avait pas toujours une équipe de caméras autour de nous autres qui pouvait filmer nos découvertes ou whatever. Puis à ce moment-là, moi, j'écoutais un podcast qui s'appelait The Startup, que tu as peut-être écouté, qui est un podcast documentaire sur la création de business. Puis le gars, il crée sa business de podcast d'ailleurs, puis il raconte tout, ses bons coups, ses moins bons coups. Puis c'était vraiment bon. C'est vraiment un excellent podcast. Fait que, inspiré de ça, je me suis mis à tout enregistrer nos démarches.
Puis c'est comme ça qu'est né le podcast, en fait. C'est quand j'enregistre avec mon téléphone, tu sais. Ça fait un job, man. On n'a plus besoin de grand-chose pour faire des podcasts. Hey, man, c'était hallucinant. Je te dirais que 80% de tes Youssef a été enregistré avec mon téléphone. C'est ça. Fait que, mais bref, on a comme un peu toujours gardé cette habitude-là où est-ce que quand on produit des films, parce que c'est toujours la même équipe qui fait ça, ben on enregistre nos appels téléphoniques, on enregistre à peu près tout. Fait que... Puis quand c'est aussi investi d'une mission humaine, là, d'une mission sociale, là, un peu, ben, j'imagine que c'est là que c'est encore plus le fun parce que tu as l'impression que tu peux aller porter ton message peut-être un petit peu mieux ou mieux expliquer, décliner plus ton point pour essayer de brasser les affaires, puis que justement, ceux qui ont à apprendre de ça, plus en apprendre un peu plus. Là. Ben, tu sais, c'est sûr que, écoute, c'est la première fois que je suis dans un film avec une cause, tu sais, qui était comme engagée. Ouais. Je trouve ça, ben, ça? Ben, c'est autre chose parce que c'est... D'habitude, tu fais un film puis tu es un observateur. Puis des fois, quand tu es réalisateur, c'est sûr que tu crées un peu des fois des événements où tu stimules des rencontres, tu mets en scène un petit peu ton contenu, mais tu n'es jamais un acteur. Puis dans ce cas-ci, ben, c'est ça, tu fais partie de la même gang que les gens que tu filmes. Fait que c'est sûr que ça nous plaçait dans une position un peu particulière. Tu sais, c'est un peu plus... tu sais, il n'y a pas d'enjeu. C'est pas comme si... c'est pas comme si... Comment je dis ça? Il n'y a pas de grand risque à ça, mais en même temps, il y a... Écoute, c'est une responsabilité peut-être de plus. Puis ça se fait pas... Quand tu es proche de ton sujet, j'imagine qu'il y a aussi... on parle de responsabilité, il y a aussi une responsabilité d'essayer de garder un bras de distance avec ce qui se passe pour... Ben, pour voir toutes les facettes puis essayer d'être comme fidèle à ce qui se passe. Mais comment je te dirais bien ça? Mais ça se dit pas, tu sais, c'est pas comme si tu dis, hey, je me lance dans un projet engagé. C'est juste que là, tu sais, à un moment donné, on se lance là-dedans. Puis, tu sais, l'idée, c'est qu'il y a des enfants qui sont coincés là-bas. Puis, tu sais, je suis même pas un gars qui est tant touché par les enfants habituellement, dans la mesure où, tu sais, je suis très focus sur ce que. Comment je veux pas. Pas que je suis pas touché par les enfants, mais c'était comme... Je suis capable d'écouter une vidéo de Vision mondiale sans fondre en larmes. Ce que je veux dire par là, c'est que à force de passer du temps avec la famille, à force aussi de voir les obstacles que ces gens-là croisent au fur et à mesure qu'ils tentent de faire leur démarche, ben, tu te mets à être frustré avec eux, c'est tes amis, puis à un moment donné, tu sais, imagine que là, tu démarres le projet, puis on est avec Léla, sa nièce. Premier move qu'on fait, on tente de trouver des gens qui sont dans la même situation qu'elle. OK, on en trouve, il y a environ, au moment où on se parle, il y a environ une dizaine, je vais dire des chiffres rough, là, c'est peut-être 7 ou 8, là. Une dizaine d'hommes, non, je pense qu'il y a 6 hommes en vie en ce moment dans les prisons en Syrie. Canadiens, je te parle des Canadiens. OK. Puis on parle de 6 hommes qui ont été radicalisés puis qui étaient dans... Ben, en tout cas, qui étaient dans la dernière poche de Daesh à Baghouz. Okay. 6 hommes qui ont été faits prisonniers à la fin des combats, canadiens. Okay. On parle d'environ une dizaine de femmes canadiennes qui ont été faites prisonnières avec leurs enfants. Et on parle de 19 enfants en bas de 6 ans qui sont dans les mêmes camps de réfugiés que leur mère. Et à l'époque, là, ça a changé, mais il y avait une orpheline là-dedans aussi qui était là. Et là, ajoute à la complexité qu'il y a aussi toute une panoplie d'enfants que les Canadiens ont eu avec des femmes qui ne viennent pas du Canada. Okay. Donc, par exemple, des femmes de Grande-Bretagne ou des Françaises, des Marocaines, name it. Je pense que Youssef, justement, sa femme était marocaine. Elle était marocaine, mais elle n'avait pas habité aussi en Grande-Bretagne? Non, en fait, c'est la femme de Zach. C'est la femme de Zach. C'est la femme de Zach qui est d'origine du Bangladesh, mais ses parents sont d'origine du Bangladesh, mais elle est née en Grande-Bretagne. OK, c'est ça. Puis elle avait eu... Mais tu sais, imagine sa situation, elle. Elle, c'est la femme de Zach, donc la femme d'un Canadien qui est décédée. Elle a un enfant qui, techniquement, aux yeux de la loi, son enfant est canadienne, mais elle est britannique, mais elle s'est aussi fait enlever sa citoyenneté par la Grande-Bretagne à cause de son implication dans Daesh. Donc, la Grande-Bretagne, parce qu'il y avait différentes preuves de certains agissements qu'elle a commis là-bas,
Elle dit, parfait, toi, on t'enlève ta citoyenneté. Mais elle n'a pas d'autre citoyenneté, fait qu'elle ne peut pas aller ailleurs avec sa fille. Mais ça, on y reviendra, mais son cas, à elle, est complètement dramatique. Mais ce que j'allais dire, en fait, c'est que donc, tu deviens investi juste parce que tu fais partie du processus, fait que ça devient aussi frustrant pour toi de voir ça. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de ça, il y a ces 6 hommes, ces 10 femmes et ces 20 enfants qui sont là-bas. Au Canada, donc, il y a toute leur famille qui vivent avec ça, puis qui ont été ostracisés par leur milieu pour beaucoup, quand toute la nouvelle que leur fils ou leur fille sont partis là-bas s'est produit. C'est-à-dire que quand les gens ont su que leurs enfants s'étaient radicalisés, eux, souvent, ont été jugés, stigmatisés à leur tour. Il y a des cas de dépression, des pertes d'emploi, des cas de je déménage à cause que ma communauté me tourne le dos. Donc, il y a eux. Après ça, il y a quelques organismes qui tentent de leur venir en aide, mais qui n'ont aucun financement. Et là, il y a nous. Et là, à un moment donné, je te dis, je me suis rendu compte que j'étais la seule personne au Canada qui était payée à temps plein pour m'intéresser à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, là. Il n'y avait pas de. Tu sais, à Croix-Rouge, il n'y a personne qui s'occupait d'eux autres. Il y avait une madame qui s'appelle Alexandre Robin qui avait parti d'un organisme qui s'appelait Families Against Violent Extremism, qui travaillait avec aucun financement, puis qui faisait de la représentation pour eux. Alors, je me souviens du moment où j'ai réalisé ça. Parce que tu fais de la recherche, tu parles à d'autres familles, il n'y a personne qui a de ressources, puis tu dis, ben, moi, je suis là, j'ai des heures à mettre en recherche. Fait que tu grattes, mais en même temps, tu dis, ouais, OK, tu parles à tel politicologue, comment on peut s'en sortir, comment on peut faire des pressions. Tu parles à un avocat, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, tu es en contact avec l'avocat, fait que nécessairement, tu es comme dans la loupe. Stéphane Enfield, qu'on a rencontré dans le film, c'est beaucoup impliqué dans la cause, comme nous, parce qu'il était interpellé. Fait que ça rentre dans ta vie, puis tu ne peux plus t'empêcher de faire un film qui va vendre cette cause-là après ça. Écoute, pour moi, ça. C'est terrible. Oh, oui, je comprends parfaitement. Ils sont abandonnés complètement, puis ils sont canadiens, puis il y a tout ça aussi, là. Puis ce qui est fascinant, c'est que surtout que on parle, en tout, il y a 40, je pense que c'est 47, je pense, de personnes. Là-dessus, il y en a une vingtaine, c'est des adultes, il y a 20 enfants. Le Canada serait capable de gérer ça. S'il était vraiment motivé à rapatrier ces gens-là, ça serait des challenges, il y aurait des interventions à faire, il y aurait des enjeux légaux, il y aurait des enjeux psychologiques, il y aurait des enjeux, toutes sortes d'enjeux, là. Mais tu sais, c'est quoi 50 personnes à gérer au niveau légal ou socio-communautaire comparé à tous les criminels ou gens qui ont des enjeux sociaux au Canada? C'est rien. Ouais. On a l'expertise au Canada pour pouvoir gérer ça. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait, eux, là. Ben oui. D'autres pays, eux, sont allés rapatrier ces gens-là, là. Le premier, là, qui était vraiment motivé à rapatrier, c'est Donald Trump. C'est aussi fou que ça peut sonner, là. Okay. Donald Trump est une des personnes qui a été le plus en faveur des rapatriements des pays occidentaux, en fait, des anciens djihadistes occidentaux. T'sais, pour te donner une idée, il y a comme un... Okay. C'est assez étonnant parce que dans sa perspective à lui, c'est que lui, il sait c'est quoi Guantanamo Bay, il sait c'est quoi... il sait c'est quoi, pas il sait c'est quoi, mais il met beaucoup d'importance à la sécurité nationale. Et il sait que... Puis c'est pas juste lui là, qui dit ça, là, c'est après tous les experts en sécurité nationale, c'est que oui, c'est un enjeu humanitaire, puis un enjeu, c'est dramatique pour ces enfants-là, mais on s'entend que là, en ce moment, tous les survivants de Daesh se retrouvent dans un camp de réfugiés de 10 000 personnes, où est-ce que c'est tous des survivants de Daesh. Fait que là, puis là-dedans, t'as plus de la moitié que c'est des enfants. Puis leur autorité directe, c'est leur mère, qui sont les anciennes radicales de Daesh. Là, je dis anciennes radicales, mais il y en a aussi qui sont encore très radicales. Tu sais, qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs enfants? Ouais. Ils n'enseignent pas, hey, savez-vous quoi, oubliez ça, Daesh, nous, on va devenir les Américaines, les Nord-Américaines, des Européennes. Non. Mais on le voit à la fin des poussières de Daesh, justement, ouais. avec la mère de la petite, là. Donc la femme de la Youssef, femme de Zach, en fait, c'est la femme de Zach qui était l'amie de Youssef. En fait, c'est que nous, quand on a démarré les démarches avec Leila, qui est la sœur de Youssef, nous, ce qu'on s'est. Ben, en fait, puisque dans le premier film, on avait suivi le parcours aussi des amis de Youssef, on s'est intéressé au cas de Zach. C'est un jeune homme de Sherbrooke qui était parti à peu près dans le même temps que Youssef, puis on savait qu'il était ami, il était très, très proche.
Et une fois qu'ils sont arrivés en Syrie, ils ont été séparés parce que Youssef, en fait, quand tu rentres dans l'État islamique, quand tu rentrais dans l'État islamique, tu remplissais un formulaire. Alors, on prenait ton nom, tes origines, toutes sortes d'informations, puis on te demandait un peu ce qui t'intéressait. Et on n'a pas retrouvé le formulaire de Youssef, mais on a su qu'il faisait plus de l'administration, qu'il travaillait dans les hôpitaux. Mais on a su que Zach, lui, sur son formulaire, avait coché « Je veux être dans l'armée. Je veux être combattant. » Fait qu'il avait été séparé donc en Syrie. Quand on a relancé le deuxième projet avec Leila, mais Leila était un peu en contact parfois avec une des sœurs de Zach. Okay. Et quand la sœur de Zach a su qu'il y avait un film qui se tournait, mais surtout que ce film-là avait l'intention, cette équipe de tournage-là avait l'intention d'amener Leila en Syrie pour voir sa nièce, cette sœur-là aussi, elle nous a approchés pour dire, ben, moi, je veux y aller avec vous. Puis on avait déjà certains contacts du premier film. On avait fait beaucoup de démarches pour tenter de les faire participer à notre film. Mais ça n'avait pas fonctionné parce que, bon, il avait hésité. Il avait préféré ne pas participer. Mais quand on a parti le nouveau film, ben, elle a dit, regarde, si t'es game de m'amener avec toi, ou si t'es dans... En fait, la seule condition, c'est je veux pas qu'on voit mon visage. Puis nomme-moi pas. Mais fais-moi, enregistre ma voix, puis amène-moi avec toi. On a décidé de la prendre avec nous. Alors, quand on fait ces démarches-là, on les fait un peu pour ces deux enfants-là. Pour tous les enfants, ultimement, mais principalement pour ces deux mères-là. Donc, quand on arrive en Syrie, on veut voir ces deux nièces-là, leur mère. Et là, ça fait compliqué, il y a beaucoup de gens, mais quand on arrive dans les camps de réfugiés, la femme de Youssef ne désire pas nous parler. Okay. Mais la femme de Zach, elle accepte de nous parler. Et c'est celle-là qu'on voit dans le film avec sa fille. Justement, je pense qu'elle a accepté de nous parler parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle, la Grande-Bretagne lui avait enlevé sa citoyenneté. Elle n'avait plus de place où aller. Fait qu'elle avait juste... Comment? Un coincé, puis un coincé avec un enfant. Là. Un coincé, puis... Mais écoute, voici ce qui s'est passé là, avec cette femme-là. Là, parce que c'est une histoire complètement folle. Parce que elle, ce qui est fou, c'est que quand on la rencontre pour le film, donc le film se termine, c'est pas un grand scoop, là. On rencontre donc une des mères dans un camp de réfugiés. Et cette femme-là, on s'entend qu'au moment où je la rencontre, elle a 21 ans. Ses propos sont très radicaux, mais tu sais, radicaux, mais pas portés à la violence, mais radicaux. Elle veut vivre dans l'islam, elle veut être couverte. Elle était très heureuse à vivre sous la charia. Elle ne fait aucun appel à la violence, je le répète. Non, absolument pas. Là. C'était juste, elle était très ancrée là-dedans. Ah oui. Puis elle est rentrée dans l'État islamique, elle avait 15 ans. Ouais. Puis c'est un peu l'expression que j'aime dire, c'est que imagine que tu as 15 ans, tu tripes sur le heavy metal. Puis là, à 15 ans, tu t'en vas au pays du heavy metal et tu ne fais que vivre dans le heavy metal. Je veux dire, puis tu ne connais rien d'autre. Elle, c'est la même affaire, mais avec l'islam radical. Fait que sa passion d'adolescente qui s'est continuée jusqu'à ses 21 ans. Elle a eu je pense qu'elle a eu 4 enfants, elle en a perdu 3. Et elle est dans ce camp-là et elle n'a aucun espoir. Et quand moi, je suis reparti du camp, on a gardé nos coordonnées. Puis elle avait un téléphone cellulaire, je ne sais pas comment elle a fait pour le trouver, mais après, pendant quelques semaines, on a maintenu le contact. Puis elle maintenait le contact avec sa belle-sœur aussi au Canada. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'elle était tellement à bout d'espoir, elle n'avait tellement pas d'options, qu'à un moment donné, elle nous a dit littéralement, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Facebook, il y a des inconnus qui m'ont envoyé des milliers de dollars en Bitcoin et aidez-moi à compléter la somme et je quitte ce camp de merde. Alors moi, elle me dit ça, puis j'étais comme non, je vais pas faire ça. Ouais. Et 2 semaines plus tard, on n'entend plus parler d'elle. Et là, on réussit à fouiller, on trouve son compte Facebook et son Instagram. Puis tu sais, elle n'a pas un compte Instagram avec des photos de chats, là.
Son compte Instagram, c'est de l'iconographie de l'État islamique. Fait que qui tu penses qui a envoyé de l'argent pour se sauver? Ça doit être des semi-sympathisants de Daesh. Ouais. Et là, elle se sauve, mais pendant qu'elle essaie de se sauver, elle est forcée d'abandonner sa petite derrière elle parce qu'il y a un problème il y a un problème au moment où elle s'échappe. Fait que la petite se retrouve à l'orphelinat et elle est dans la brousse. Fait que, tu sais, la situation actuelle, on a beau être d'accord ou pas d'accord avec le rapatriement, c'est que ces personnes-là, s'ils n'ont pas d'option, c'est pas des fous. C'est-à-dire que c'est comme un animal en cage. Là. Il va tout faire pour se pousser. Puis si on ne lui donne pas l'impression qu'on va le faire sortir, il peut devenir. Tu sais pas qu'est-ce qui va lui passer par la tête pour vouloir sortir. Fait que c'est pour ça que, tu sais, pour ça que moi, à un moment donné, je suis comme, hey, à un moment donné, il faut que les gens prennent conscience de ça. C'est qu'en ce moment, là, on a le Hogwarts de la radicalisation terroriste là, dans un camp de réfugiés. Là. Je veux dire, on a un club école qui est en train de pousser. Là. Puis en ce moment, c'est des gros enjeux parce que là, les Kurdes qui maintiennent ces camps-là de peine et de misère, ils sont obligés. C'est horrible ce que j'ai à te raconter, Pierre Bruno. Je suis désolé, j'ai assombri ton lundi soir. Non, c'est nécessaire, c'est correct. Mais ce que j'allais dire, c'est que les Kurdes, en ce moment, ce qu'ils ont forcé de faire, c'est que, à date, ça fait peut-être 2 ans là, que je suis un peu plugué là-dedans. Là. J'ai entendu parler de 2 rafles qu'ils font dans les camps de réfugiés. C'est-à-dire qu'ils prennent des soldats, ils vont dans les camps de réfugiés et c'est pas un beau mot, là, mais ils kidnappent, ou du moins, ils se saisissent de tous les garçons de 15 ans et plus. Oh. Pourquoi? Parce que quand le jeune devient ado, ben, il est peut-être plus radicalisé, il peut peut-être même commencer à faire des enfants, puis ils veulent pas vivre ça. Fait qu'ils ils séparent des familles, ça crée encore plus de frustration, puis la frustration, c'est le gaz de toute radicalisation. Peu importe quel type. Là. Fait qu'on c'est l'outil qu'eux autres utilisaient pour justement canaliser cette frustration-là, puis leur donner une cause, leur donner un purpose. Puis... Absolument. Fait que c'est pour ça que pour moi, je veux dire, au-delà de l'enjeu humanitaire, puis c'est ça qu'on dit aussi dans le film, c'est que c'est pas moi, le petit réalisateur gauche là, qui le dit, c'est pas les services sociaux de la Croix-Rouge ou de Human Rights Watch qui le disent. C'est les services de renseignement canadiens puis les services policiers canadiens qui le disent. Il faut rapatrier ces gens-là parce qu'on est assis sur une bombe à retardement de futurs djihadistes. Là. Puis périodiquement, les Kurdes, ils brandissent la menace de dire, écoutez, si vous ne venez pas les chercher, parce que ce sont tous vos citoyens, ben, nous, on les relâche dans la nature parce qu'on n'a pas les moyens de faire durer ça encore longtemps. Tu sais, on s'entend que... C'est une roue qui tourne, là. Ben, oui, puis le nord-est de la Syrie, en ce moment, c'est un pays en révolution. C'est des Kurdes qui ont réussi à faire une semi-révolution au printemps arabe contre Bachar al-Assad. Et c'est justement cette instabilité politique-là créée par le printemps arabe qui a profité à Daesh pour qu'il puisse s'établir là. Mais c'est un territoire kurde. C'est comme un peu, pour faire une comparaison, le nord-est syrien, c'est comme le Québec syrien. C'est comme le Québec du Canada. C'est-à-dire que c'est comme une nation distincte qui vit dans le nord-est, mais maintenue dans la pauvreté depuis des générations, qui, au printemps arabe, ont voulu se défaire de l'emprise de Bachar al-Assad. Daesh s'est pointé, ils ont profité donc, comme je disais, de l'instabilité politique. Et donc, les Kurdes maintiennent ce territoire-là, mais c'est un non-État. Donc, un non-État qui n'a pas d'infrastructure, qui n'a pas d'impôts, qui n'a pas de ressources, puis leur seule chance, c'est qu'il n'y ait plus de pétrole sur leur territoire, fait qu'ils ont des revenus grâce à ça. Mais ils n'ont pas les moyens, je te le confirme, là, je l'ai vu de mes yeux vus, ils n'ont pas les moyens. C'est tout du monde qui ont déjà rien à manger, puis il faut qu'ils maintiennent des centaines de milliers de survivants de cette guerre-là contre Daesh. Là, je te parle de centaines de milliers, mais il y a des déplacés, il y a des prisonniers, il y a des réfugiés, il y a de toutes sortes de gens qui sont dans la misère. T'sais. Fait que c'est sûr que ça ne dure pas 5 ans, cette histoire-là. Ouais, je comprends. C'était terrible. Vous avez visité la prison d'ailleurs? Une prison. Puis ça, c'est assez fou, voir les conditions. Là. C'est incroyable, hein?
sœur de Youssef qui dit à un moment donné, elle dit, je pense, elle dit, je suis contente qu'il soit mort parce que Ouais. ça, Ben, c'est poignant, là. mais c'est fou, Ouais, on a réussi à avoir accès à une prison quand on était en Syrie. Parce qu'à un moment donné, c'est que, tu sais, Youssef est décédé dans un bombardement. Fait qu'il il n'y a pas eu de dépouille, tu sais, il n'y a pas eu de preuve techniquement de son décès. Dans le cas de Zach, c'est un peu le même genre de circonstances du décès. Il y a pas, ils n'ont jamais eu de nouvelles de lui, mais ils se disaient, bon, si on pouvait aller dans des prisons, puis, je sais pas, regarder un peu ou dire son nom ou tenter de dire que nous, on est là, peut-être que quelqu'un sortirait dire oui, oui, je suis là parce que on n'a même pas l'impression que les gens qui sont là disent leur vrai nom aux autorités. Ils n'ont aucun papier sur eux. Fait que les Kurdes ont beaucoup de difficultés à connaître exactement l'identité des gens qu'ils ont dans ces prisons-là. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils étaient à Baghouz quand les combats sont terminés. Baghouz étant le dernier bastion de Daesh. Ouais. Donc, ils ont spreadé ça dans plusieurs prisons, mais nous, on a visité une prison où il y avait 5000 personnes, puis ça ressemblait... En fait, ils nous l'avaient dit, c'est une ancienne école qui avait été convertie en prison, fait que ça avait comme une vibe un peu de polyvalente. OK. Mais c'était pas des installations. Fait qu'imagine une vibe de polyvalente, donc t'as pas de cellules, t'as pas de plein de petites cellules. C'était des grandes classes dans lesquelles on avait entassé à peu près 70 personnes, tu sais. Puis ils Et, faisaient tout là-dedans, là, je veux dire. Ils sortent ben, jamais de là, là. C'est 24/24, là. ben non, mais c'est ça. Écoute, c'est ça qu'il disait. Ils les sortent même pas. Ils les sortent même pas une fois par semaine, une fois par jour. Ils les sortent jamais. Il y en a là-dedans qui sont dans cette pièce-là insalubre. Nous, quand on l'a visité, il y en avait que ça faisait depuis. Nous, on est allé en novembre l'année passée, ça fait 1 an exactement. Puis il y en a qui étaient là depuis janvier de l'année d'avant. Sacrément. C'est fou, hein? Puis toi, comment tu sais, humainement, je veux dire, toi, tu es sur le terrain. Comment tu es perçu? Parce que tu es blanc, là, fait que j'imagine qu'il doit y avoir un rapport différent avec toi qu'avec Raed puis la sœur de Youssef. Puis j'imagine, as-tu à dealer avec des interactions que tu étais comme, OK, faut que je prenne mon trou ou il faut que ça Ben, va être plus compliqué, faut pas qu'on te voie, faut pas que. non, T'avais-tu des enjeux? Non, c'est pas. Non, parce qu'en fait, je vais dire quelque chose de très, très étonnant. Quand on était là-bas, à part dans le camp de réfugiés, je me suis jamais senti autant en sécurité OK. dans un. Mets de côté toutes les attaques possibles de Daesh qui est encore là-bas. On dit qu'il y a des sleeper cells de Daesh qui sont encore en Syrie. Donc, c'est des petits groupes de sympathisants qui font péter des bombes à gauche, à droite. Mais ça de côté, c'est très, très sécuritaire. Il y a des checkpoints à tous les 5 km sur les routes. Puis étonnamment, dans les rues de Syrie, on n'est pas allé dans les places les plus dangereuses, les plus. Mais les gens sont étonnamment extrêmement gentils puis accueillants. Là. Ça a l'air cliché de dire ça de loin. Mais puis en plus, quand ils voient que tu es semi-journaliste, ils sont très heureux que tu sois là pour parler de leurs enjeux. Écoute, étonnamment, c'est drôle que tu parles de Raed, mais euh, on engage un fixeur quand on va là-bas, donc quelqu'un qui nous guide et qui s'organise avec nous pour pouvoir atteindre nos objectifs, comme par exemple avoir accès à la prison ou au camp de réfugiés. Puis quand il a vu Raed, qui est pour faire simple, un des co-animateurs du documentaire, Ouais. lui-même était étonné parce que jamais les Arabes font ce genre de projet-là. D'habitude, les Arabes sont fixeurs, assistants, caméraman ou whatever. OK. Ils sont jamais le journaliste. Fait que pour eux, c'était comme un peu une bizarrerie de voir quelqu'un d'origine arabe occuper ce rôle-là. Une OK. bizarrerie, c'était spécial. Mais sinon, moi, moi, la seule chose, c'est très. À un moment donné, j'ai tellement pris confiance que quand j'étais. Le plus grosse bévue que j'ai vécu, c'est quand j'étais dans le camp de réfugiés sur Raed, pour te le raconter. C'est qu'on a rencontré les deux mères, on a rencontré les nièces, donc c'est des OK. enfants qu'on courait, on voulait les voir pendant des mois, là, puis on rencontre les mères, puis c'était la femme de Youssef, puis moi, Youssef, j'ai fait un film sur lui. Je suis attaché à ce gars-là ou au concept que je m'y suis fait. Pour moi, c'est comme un ami que j'ai jamais connu. Fait que quand j'ai vu sa femme, je suis allé vers elle pour la prendre dans mes bras. Mais tu sais, Ah, la femme est gantée, voilée. Tu sais, assez.
Elle s'est cambrée, puis justement, Raed s'est mis à rire. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle porte des gants pour même pas que tu vois sa peau. Elle va pas vouloir que tu apprennes dans tes bras, tu sais. Mais t'étais juste comme émotif, puis Hey t'étais... man, moi, j'étais juste comme, écoute, si tu savais à quel point ton mari fait partie de ma vie, j'ai le goût d'être ton ami, là. J'ai le goût de t'aider, puis en plus, on a le goût de t'aider, puis elle était super fine avec nous, puis elle voulait pas vraiment nous parler, puis elle voulait surtout pas que je la prenne dans mes bras, mais elle n'a pas compris ça, je pense, ou elle n'a pas, tu sais. Ouais, c'est normal en même Ouais, temps. c'est normal. Mais sinon, c'est désagréable d'être là-bas parce que c'est pas un pays qui est facile, ça pue. Il y a toujours une génératrice qui roule au gros diesel dégueulasse. L'air est vicié à côté, il y a de la poussière. Les routes sont horribles, mais les gens sont formidables, puis la bouffe est vraiment bonne. Fait que, honnêtement, j'y retournerais, là. OK. Puis quand tu as vu les enfants, justement, quand tu as finalement vu les enfants, tu peux pas rester indifférent, là, ça doit... Ouais. C'est surtout quand tu pars, là, j'imagine. Ouais, c'est très troublant. Ah ouais, c'est troublant. Mais écoute, c'est un moment un peu particulier parce que nous, quand on arrive dans le camp de réfugiés, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux. Nous, ça fait 2 semaines qu'on est en Syrie et on a vraiment besoin pour le film d'aller là puis de prendre des images. Contexte un peu de la marde. Je perdais mon DOP après tant de jours. OK. Fait que j'étais rendu tout seul. J'étais réal, je fais la caméra, le son, tout le kit. DOP étant la personne qui gère la cam puis qui fait que... Ouais, c'est le caméraman. Fait que lui, il devait partir, devait retourner au Canada avant nous. Fait que j'étais tout seul. Puis tu vois, avant de partir, nous, on rêvait y aller 2 à 3 fois dans le camp de réfugiés pour voir notre monde. Puis au final, on a pu avoir accès au camp pendant 1 heure. Un peu in extremis à la toute fin. OK. Puis on était aussi en contact avec des familles au Canada qui voulaient aussi que pour faire simple, qu'on vienne en aide à certaines autres personnes qui n'étaient pas dans le documentaire. OK. Fait que tu vois les enfants, tu es touché. Moi, je me souviens qu'en arrivant là-bas, il y avait un incendie dans un coin, dans une tente. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient curieux. Tu voyais des enfants, il y en avait qui avaient perdu des membres. Là, tu avais je me souviens d'un enfant qui avait juste une jambe, pas loin. Puis c'était troublant parce que les tantes, donc Léla puis la sœur de Zach, elles avaient des sacs à dos remplis d'objets qu'elles voulaient donner à leur nièce. Puis là-dedans, c'est sûr qu'il y avait des gâteries, des petites réglisses, des bonbons. Il y avait des petites robes, il y avait des médicaments, il y avait toutes sortes d'affaires. Puis un peu naïvement, quand ils ont rencontré leur nièce, elles se sont mis à sortir des trucs pour les montrer à la nièce. Et là, les enfants qui étaient autour, puis qui comprenaient rien, comment ça se fait que moi, il n'y a personne qui vient m'amener une paire de bas ou une tuque, parce que l'hiver s'en venait, puis il fait fucking fret en Syrie, là. Il fait fucking fret. Okay. Comment ça se fait qu'elle a des bas? Tu sais, pas des... Tu sais, après ça, je pense qu'on peut pas exprès pour sortir des bonbons, là. Mais tu sais, t'as des gens qui... Fait que tu sais, imagines-tu, même à la limite, je me disais, mon Dieu, ils vont se faire tout dérober, là. Ouais. Parce que là, ils montraient le sac, mais tu sais, c'était pas possible de le cacher. Puis on n'avait pas accès à rien d'intime, tu sais. Le seul accès qu'on avait, c'était cette grande place-là où on était installé. Fait que pendant que tout ça se passait, moi, j'essaie de filmer, j'essaie de driver une entrevue. Le Raed est venu m'aider à driver l'entrevue avec la femme de Zach. Non, c'était... Puis là, tu sais, je me souviens, tu sais, on est tout reparti, c'était weird. Tu te retrouves, tu sais, tu as fait tout ce chemin-là, puis on le dit aussi dans le film parce qu'on voulait les aider, puis on voulait leur faire signer des papiers pour pouvoir juste attester différentes choses. Ouais. Tu sais, l'avocat qu'on a rencontré avant de partir au Canada, il nous avait dit, ben, allez là-bas, faites signer des affidavits qui font juste être des documents assermentés qui prouvent en quelque sorte que, oui, moi, je suis la mère de cet enfant-là,
j'étais la femme de Youssef ou j'étais la femme de Zach, donc cet enfant-là est canadien. Tu sais? OK. C'est pas. Tu sais, faut juste établir ça ouais. légalement. Donc, écoute, si tu vas dans le camp, fais signer ça, man. Parce qu'après ça, l'avocat peut prendre ça puis monter un dossier pour aller à Citoyenneté Canada pour dire, regarde, reconnaissez au moins la citoyenneté de cet enfant-là. Et là, on avait tout fait préparer, même moi, comme réal, puis seule personne indépendante, j'ai reçu mon certificat de commissaire à l'assermentation parce que ces documentations-là doivent être assermentées sur place. C'est comme une joke parce que là, l'avocat, il disait qu'il faut qu'il soit assermenté. Il dit, est-ce qu'on peut l'assermenter au retour? Il dit non, il faut qu'il soit assermenté devant la personne qui signe. Parce que qu'est-ce qu'assermenté? C'est juste un témoin qui pourrait en cours assermenter, donc témoigner, de dire oui, c'est une telle qui a signé ça. Puis moi, j'ai un tampon, puis j'ai un numéro. Fait que j'ai pris mon certificat, en tout cas. Ouais. Puis quand on est arrivé là-bas, les Kurdes nous ont dit, ben non, oubliez ça. Nous, ce qu'on veut, c'est une délégation canadienne qui vient chercher ses ressortissants. On veut pas que des peddlers comme vous, qu'on connaît pas, si ça se trouve, t'es dans Daesh, là, puis je ne sais pas, puis tu vas faire signer quoi, puis on ne sait pas, puis nous, on parle pas ta langue. Nous, puis en plus que les Kurdes sont un non-État qui n'a aucune légitimité au niveau international. Fait qu'ils se disent, ben, ce qu'on veut, c'est une autre nation qui nous reconnaît comme nation en venant nous voir, nous, pour gérer leurs citoyens. Donc, fait que tu arrives là-bas, tu es comme fuck! Tu avais une pile de dossiers, tu sais. Alors, c'était cluneste. Même l'avocat, il nous a dit prends un appareil photo, là, puis prends les photos de passeport, parce qu'avec ton document, je pourrais leur faire des passeports. Fait que moi, dans mon pack-sac, j'ai un appareil photo, j'ai un drap blanc, j'ai le comment faire une photo de passeport un peu, tu sais, c'est comme il y a plein de petites particularités. Fait que c'était, en tout cas, puis rapidement, on s'est fait dire non, oublie ça, ça sera pas possible. Fait que, tu sais, rapidement, 3 jours après qu'on soit arrivé en Syrie, tout l'aspect administratif venait de tomber. On était là-bas pour rien. D'un on point allait de vue. On allait voir les nièces, on était bien contents de ça, mais on. Tu savais déjà que tu pourrais pas. Les aider plus, tu sais, mettons. OK. Ouais. Mais ça doit être terrible de justement tes voix, là, t'es rendu, puis t'arrives pour repartir, puis tu fais bon, ben je repars. Ouais. T'as le goût de l'apprendre. Mais tu sais qu'il y a du monde, à un moment donné, là, il y a des gens qui m'ont contacté qui disaient on fait une levée de fonds. Si je ramasse 300 000 $, j'ai des private contractors, là, genre des mercenaires, qui peuvent rentrer dans un camp de réfugiés puis ramasser les enfants. Tu sais, il y a du monde au Canada qui était prêt à faire ça. Là. OK. Parce que c'était comme, c'est sans espoir. Puis tu vois, pour rapper un peu les histoires, c'est que tu vois, puisque la femme de Zach, la bonne nouvelle, puisque la femme de Zach s'est sauvée, puis que sa nièce devenait techniquement sans supervision, voire orpheline, elle a été rapatriée. Mais à ses grands-parents en Grande-Bretagne. Donc, la tante au Canada, malheureusement, n'a pas accès à elle pour le moment. Puis, elle aurait aimé ça faire partie de la vie de cet enfant-là, parce que c'est la fille de son frère. Dans le cas de la fille de Youssef, c'est le statu quo complet. Puis, dans le cas des familles canadiennes, c'est le statu quo complet aussi. Puis, il n'y a aucune démarche qui existe. C'est pour ça que quand on a fait le film, il y a beaucoup de gens qui nous ont approchés pour dire hey, on a été super touchés par votre film. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui se passe? Ça a pris du temps, mais on a donc parti une pétition. Parce que dans notre perspective, le plus grand obstacle à n'importe quel move politique, c'est, selon nous, l'opinion publique. On a l'impression que les politiciens craignent l'opinion publique, craignent qu'en rapatriant des enfants de djihadistes, ça expose le Canada à X, Y, Z. On l'entend, je l'ai entendu, je l'ai lu 1000 fois. Ils ont fait le choix de partir là-bas. Too bad. Les nôtres avoir les leurs. Les enfants n'ont pas fait le choix de. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Fait que c'est pour ça que, là, moi, on a créé cette pétition-là qui est pan-canadienne, qui est supportée par
En fait, c'est Stéphane Enfield, l'avocat, qui l'a démarré. Parce OK. que c'est hallucinant. C'est ça qui était full touchant, en fait, c'est que tu démarres ça, puis ce qui était le fun, c'est qu'à un moment donné, la roue a commencé à tourner un petit peu. Parce qu'on a impliqué Stéphane Enfield dans nos démarches. C'est lui qui nous a préparé les premiers dossiers d'affidavit qu'on voulait aller faire signer là-bas. Mais il n'a pas lâché le morceau, tu sais, jusqu'à la fin du film. Il était comme, il faut faire quelque chose. On a évalué différentes choses. C'est lui qui a déposé la pétition. On a fait une conférence de presse avec Alexandre Boulris du NPD qui supporte la pétition. Puis, tu sais, Pierre, c'est une des premières, ben pas une des premières fois, mais c'est une des rares causes pour lesquelles tous les partis d'opposition sont d'accord. C'est-à-dire que le NPD qui supporte la pétition est d'accord. Erin O'Toole lui-même, le nouveau chef du Parti conservateur, a dit qu'il fallait rapatrier ces enfants-là. Puis, savais-tu que aux dernières élections fédérales, c'était dans le programme du Parti conservateur de rapatrier tous les anciens djihadistes et de les traiter en justice au Canada. Ça, personne n'en a jamais parlé, mais moi, j'étais le premier à me dire que les conservateurs vont capoter. Et non, c'était dans leur programme électoral. Wow. Puis le Bloc aussi ont fait une lettre ouverte qui appuie la démarche. Fait que Bloc, NPD, conservateur, il y a juste les libéraux qui ne bougent pas, puis c'est eux qui ont le pouvoir. Fait que c'est sûr que là, à ce moment, je suis aussi là pour implorer à tes centaines de milliers d'auditeurs, Pierre Bruno. Des millions de milliards de signer cette pétition-là. Parce que c'est des petits. Écoute, ça prend 10 secondes. Là. Je vais faire mon animateur de Téléthon. Hey, non, vas-y. Non, mais sans joke, j'étais le premier gars à ne jamais signer les pétitions qu'on m'envoyait. Puis là, je suis comme dans la position du gars qui pousse les gens, mais je pense vraiment que c'est important. Puis c'est comme, pour moi, c'est rendu symbolique de quelque chose. C'est comme, pour vrai, si une nation comme le Canada rapatrie pas des enfants innocents, puis on parle de, tu sais, Trudeau, il a fait venir 25 000 réfugiés syriens là, qui ne connaissaient pas, là, qui n'avaient aucun background check, whatever. Puis là, il a peur de ce 20 enfants en bas de 6 ans-là. Pour moi, c'est illogique. Fait que si le Canada, pour moi, c'est comme une preuve qu'on peut avoir foi en l'humanité. Là. Si le Canada n'est pas capable de rapatrier 20 enfants pognés dans des camps, man. Ça en dit long sur nous autres. Là. Ben, il n'y aura plus aucun enfant qu'on serait capable de sauver nulle part, là, rendu là. Fait que c'est pour ça que, bref, c'est pour ça que. Allez moi, signer. Allez signer. Moi, je vais la mettre sur ma page Facebook, encore une fois. Donne-moi le lien aussi. Je vais le mettre dans la description, là, évidemment. Je vais vous envoyer ça. Oui, effectivement. Moi aussi, je suis le genre de gars avec les pétitions à faire comme ouais. Enfin, je les vois toutes passer. Puis pétition pour que le spaghetti s'appelle spaghetti. Là, t'es comme tout le monde en parle. Mais je pense effectivement que. Puis c'est parce que ce qui me touche aussi, c'est que tu es tellement impliqué dans tout ça que tu as vu la structure, tu as vu les obstacles, tu as vu les nœuds où ça bloque. Fait que tu prends conscience aussi en écoutant les documentaires puis en t'écoutant toi de à quel point une pétition dans une structure bureaucratique comme la nôtre, c'est ce qui finit par avoir le plus de poids éventuel pour faire une différence. Là. Ben, tu sais, en ce moment, je m'intéresse à la désobéissance civile pour un autre projet, puis il y a une étude qui a été faite, je ne sais pas sur quoi elle se base, mais qui dit que si 3,5% d'une population se mobilise pour un enjeu, c'est suffisant pour faire bouger des gouvernements. 3,5. 3,5, c'est très peu là, quand tu y penses. Là. Mais moi, je suis convaincu que si Alexandre Boulris est capable d'arriver à la Chambre des communes avec 10 000 signatures, ça va faire comme, hey, au niveau du Canada, tu sais, je sais pas, je dis des chiffres en l'air comme ça, mais c'est de dire, hey, pour vrai, c'est pas si fou de les rapatrier, là. C'est pas si. C'est pas si. Tu sais, c'est aussi la façon dont t'en parles, puis quand on écoute les trucs, puis qu'on comprend que, ultimement, soit que tu nourris la roue qui va continuer de tourner avec du monde qui sont pognés entre eux autres, qui finalement, comme tu disais, c'est un club école de radicalisation qui va juste comme créer une nouvelle cellule, puis. Ou soit que tu as dissous en rapatriant, puis justement en traitant, en aidant ces gens-là. Puis Ouais. Mais il y a plusieurs enjeux, tu sais, mais comme un autre expert en sécurité qui fait partie du film, qui s'appelle Christian Leprecht, qui nous disait, c'est que, tu sais, il y en a déjà des anciens djihadistes qui, eux, ont passé entre les mailles du système, ou des mailles je sais pas comment ils ont fait exactement, mais on le sait, il y a environ 90 anciens de Daesh qui étaient en Syrie, qui sont revenus au Canada, puis qui vivent en toute impunité ici au Canada, parce que aussi le gouvernement ne prend pas le taureau par les cornes. Il ne prend pas non plus les égards, on va vraiment prendre l'enjeu au sérieux.
Fait que ça, non seulement il prend pas au sérieux l'enjeu des gens qui sont déjà sur le territoire, mais il ne prend pas aussi les menaces potentielles en les laissant là-bas. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de ça, moi aussi, qui me drive, dans le sens que je n'ai pas peur du terrorisme international, mais je me dis, là, on a une occasion de faire une différence pour dans 10 ans. Hey, moi, je serais, ça va être, imagine-tu, je ne veux pas être prophète de malheur, mais imagine-tu si tu as un autre Charlie Hebdo dans 10 ans, puis tu te rends compte que la personne qui fait l'attentat, c'est un ou une ancienne descendante de quelqu'un de l'État islamique qui a réussi à s'échapper d'un camp. Ouais. Imagines-tu? Tu sais, c'est fou, là. C'est fou. Parce que je suis tanné de ça. Moi, je suis tellement tanné des attentats terroristes, là. Tu savais, man. Ouais. C'est un gros statement. Non, mais parce qu'à travers... je suis d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Tanné de ça. Hey, je suis écœuré de ça. Ça va être dur de trouver du monde dans l'autre équipe. En fait, c'est pas vrai, là. C'est juste que... Mais oui, moi aussi, j'étais écœuré. Puis c'est juste d'essayer de comprendre la source de tout ça. Puis Mais ça naît de frustration, ça naît de feeling d'impuissance, de manipulation, de gens qui finissent par juste ramasser du monde tout perdu, tout pété, qui ne savent pas où aller. Puis exact. Nourrir un agenda politique. Oui, exact. Ouais, fait qu'allez signer la pétition, ben, allez signer ça, puis spreader la bonne nouvelle. Allez voir le film, écouter le podcast si vous voulez en savoir plus. C'est ça la beauté des podcasts, tu dois le savoir. Ça reste dans la vie pour l'éternité. Et puis surtout ton type de podcast. Je veux dire, moi, je fais de la conversation. J'aime ça, c'est le fun, mais c'est un autre type de produit complètement. Dans le tien, il y a énormément de recherches, il y a beaucoup de stock, ça fait beaucoup de matière à réflexion. Fait que c'est le genre de. C'est de l'or en barre à cette heure. Ben, écoute, sur Internet. Là. Je te remercie. Mais c'est le podcast, je ne sais pas comment tu vis ça, mais. Très mal. Non, mais le podcast, c'est un média c'est un média tellement plein de possibilités, mais que les gens connaissent mal. Puis, mais c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir en parler là, parce que je sais que le public de podcast est fidèle et ça se tient, mine de rien. Ouais, curieux. Mais ça se tient entre. Je trouve qu'il y a comme une communauté là qui est intéressante. Je veux dire, ça sert à tout le monde. Moi, je suis juste content que la communauté grossisse. Puis je sais, les auditeurs du Carré, moi, je les connais parce qu'à un moment donné, ça fait 4 ans, là, fait que je finis par connaître le monde qui écoute le show. Puis c'est tout du monde curieux, c'est tout du monde ouvert, c'est tout du monde qui sont tout le temps intéressants à jaser. Les messages que je reçois, les interactions, c'est plein de beaux mondes qui, justement, s'intéressent aux mêmes affaires que toi puis moi. Puis je trouve ça beau d'avoir. Le podcast a créé cette espèce de place-là où ils pouvaient se rassembler pour faire bon, OK, je ne suis pas tout seul dans mon coin à être intéressé par des affaires de même. Puis à être écœuré de voir à la TV des trucs trop formatés. Ou si on me parle de ça, on va en parler dans un topo de 3 minutes. Dont 2 vont être des beauty shots devant des tentes. Là. C'est comme. Il y a quelque chose là-dedans. Je pense qu'on est tanné de ça puis qu'on veut plus. Puis ça donne accès à ça. Fait que je pense que c'est le meilleur endroit justement pour faire parler de ça. Là. Ben écoute, man, allez signer la pétition. Merci beaucoup. Y a-t-il des choses qu'on n'a pas dites que tu aimerais qu'on mentionne? Non, j'ai tellement parlé, je n'ai même pas laissé parler de toi. Pas besoin de parler, moi. C'est toi qui est important là-dedans. Là. Moi, Non, merci beaucoup, Pierre Bruno. J'apprécie beaucoup que tu m'aies invité. Un réel plaisir, honnêtement. Tout ce que tu fais, je peux même pas imaginer émotivement comment moi j'aurais vécu tout ce que toi tu dois vivre, ce que tu as dû vivre à travers ce processus-là, même si tu gardes une distance, tu es habitué. Là. Ça me fascine beaucoup de respect pour ça. Fait qu'honnêtement, bravo à toi de faire ça, de t'impliquer. Puis s'il y a quoi que ce soit d'autre, tu es toujours le bienvenu à m'écrire si tu travailles sur un autre projet ou s'il y a des développements là-dedans, peut-être, ou des trucs comme ça, des nouvelles, moi, je vais être bien heureux de donner des développements de ça, d'en parler au moins, puis de le faire connaître. Parfait. Je t'appelle dès qu'on tope le 100 000 sur la pétition, je t'appelle, puis on sort le champagne. Ça serait malade. Merci beaucoup pour vrai. Je te remercie. Puis, merci à toi. La pétition, prends soin de toi. Puis, OK, ciao. Salut.